Alors, brièvement, vous avez ici sur ce diaporama, sur ce slide, la petite bille qu'on utilise. Vous voyez, elle est de très petite taille, de l'ordre de 3 à 4 mm. Il faut se mettre à des températures assez basses pour maintenir un équilibre de pression relativement faible. Et puis, on a une coque dans laquelle on met du deutérium et du tritium. Et on s'arrange aussi également pour faire du deutérium-tritium à l'intérieur de cette bille. Et c'est cette bille que l'on va soumettre à un rayonnement laser, des rayonnements laser, puisqu'on a une batterie de lasers en ligne qui vont conduire à l'éclairement de cette bille. Et lorsqu'on va éclairer cette bille, on va créer cette coque en matériau qui, pour l'instant, était prévu être en polymère. Nous, on a proposé au CEA de la réaliser en diamant pour des tas de raisons que je développerai tout à l'heure. Donc cette coque, on l'illumine avec un laser pendant un temps très faible. Et lorsque l'on fait ça, la puissance est telle, vous imaginez, eh bien on va créer un plasma lié à l'ablation de la coque, donc en carbone, et créer un plasma qui va se détendre dans le vide, parce que cette bille est placée dans le vide. Et lors de cette détente sous vide, on a deux types d'interactions résultantes. On a évidemment une contraction de la bille, donc un choc hydrodynamique vers le centre de la bille, et puis on a émission de différents rayonnements, dont des rayonnements X qu'on voudrait bien éviter. Si on fait ça correctement, c'est-à-dire si on illumine correctement de façon homogène et concentrique cette bille, on a des chances de pouvoir initier la réaction thermonucléaire. C'est l'étape d'initiation, où on va avoir un point chaud au centre, parce que les densités et le temps pendant lequel on va garder cette densité importante va satisfaire le critère de Lawson dont j'ai parlé, c'est-à-dire un produit de la masse du plasma, de la masse volumique à l'intérieur de la coque multiplié par le temps supérieur à cette valeur. Merci. Alors, j'ai un petit problème logistique, donc je vais me séparer. Voilà, c'est plus à l'aise. Non, il est à ma taille. Donc, ce point chaud, lorsqu'il est réalisé, en principe, on va initier la réaction thermonucléaire. Et lorsqu'on initie cette réaction thermonucléaire, on récupère pour une bille de l'ordre de 10 à 15 mégajoules, sachant qu'en gros, on illumine avec 1 à 2 mégajoules, globalement. Donc, il y a effectivement, on récupère de l'énergie dans cette affaire, heureusement. Alors, on va voir que ce n'est pas nécessairement économiquement viable, parce qu'un tir de bille, ça ne suffit pas. Il faut faire plusieurs tirs par seconde pour que, économiquement, on puisse récupérer de l'énergie pour que ce soit rentable. Donc, il faut déjà trouver la technologie pour faire cette fusion, et ensuite, il faut faire un système qui permet de faire de la fusion sur des billes à plusieurs billes par seconde, ce qui est une gageure. Alors, l'ablateur, ce que j'appelle l'ablateur, c'est la petite coque, c'est ce qui nous intéresse. Eh bien, elle doit avoir des propriétés bien spécifiques, évidemment des propriétés thermiques et optiques très adaptées, en particulier optiques, c'est-à-dire qu'il faut que le laser puisse passer. Donc, on utilise ici un laser proche UV, des UVA, pour pouvoir illuminer le mélange fusible. Un numéro atomique faible, pourquoi ? Parce que quand on fait cette compression très dense, eh bien, généralement, on a émission de rayons X et donc on perd de l'énergie. Et le fait d'utiliser un numéro atomique faible permet de minimiser les rayonnements parasites, enfin qu'on perd, donc éliminer les rayonnements X. Symétrie sphérique parfaite, ça c'est évident. Si vous illuminez mal la sphère et si la sphère n'est pas concentrique, eh bien, le point chaud, c'est-à-dire l'endroit où les lasers se focalisent, ne va pas être ponctuel, et de ce fait, vous n'allez pas avoir la densité requise. Rugosité interne et externe contrôlée. La coque doit avoir une rugosité de l'ordre de 10 à 20 nanomètres, pas plus haut, parce qu'après, on développe des perturbations hydrodynamiques au sein du deutérium et du tritium qui font qu'on ne peut plus initier le point chaud au centre de la bille. Résistance mécanique suffisante, c'est évident. Pendant les quelques picosecondes pendant lesquelles on comprime, il faut que la coque soit capable de résister à plusieurs centaines de mégapascals. Donc là, il faut clairement avoir quelque chose qui mécaniquement est résistant. Et le diamant est un candidat potentiel pour faire ce genre de choses. Ici, vous avez les premiers essais de billes en diamant qui ont été réalisés par les Américains il n'y a pas si longtemps que ça. Et évidemment, en France, on essaie de suivre le mouvement pour faire ce genre de billes pour ces applications. Alors, très brièvement, parce que je ne suis pas spécialiste de ce qui se passe au CESTA, voici les lignes laser
Vous verrez ici le réacteur central dans lequel on met la bille, donc la bille de quelques millimètres. Ça fait 700 ou 800 mètres de long. Les lignes laser, je crois qu'il y a 48 lasers, 40 lignes laser qui permettent d'illuminer la bille à des longueurs d'onde de l'ordre de 350 nanomètres. Je fais un petit zoom sur le réacteur. Voici la bille, la coque en acier, pardon, qui fait plusieurs dizaines de mètres de diamètre dans lequel on fait le vide. On descend la température, parce que tout ça doit se faire à 17 K, je vous rappelle. Et donc vous avez ici les impacts de laser qui viennent au centre de la cavité qui est sous vide. Voici les petits bonhommes qui se baladent là, et qui vous donnent une idée de l'échelle de la zone centrale. Alors, au milieu de cette coque en acier, eh bien, on a un porte-échantillon sur lequel, à l'extrémité, on va mettre la petite bille. C'est un porte-échantillon cryogénique qui permet donc d'abaisser la température à 17 K et la maintenir lors des tirs laser. Donc, on est loin, évidemment, de faire des tirs laser en continu. C'est un tir laser. Et puis, on regarde ce qui se passe. Alors, si je fais un zoom sur cette petite partie qui est là, eh bien voilà, vous avez un espèce de cylindre recouvert d'or, et à l'intérieur de ce cylindre, centré très précisément, la bille dans laquelle se trouve le deutérium et le tritium. Évidemment, les tolérances dimensionnelles sont extrêmement précises, puisqu'on a besoin de faire un tir laser ponctuel. Voici une des billes développées donc, par le CEA de Valduc, qui est cette fois-ci en polyméthylpropylène, donc c'est le PAMS qui marche, et ça marche. Donc c'est une bille en polymère. C'est une bille en polymère dans laquelle pour l'instant les essais sont faits. Donc ces petites billes sont remplies de deutérium et tritium, sont faites au CEA de Valduc, donc vers Dijon, et puis ça part dans un système cryogénique vers vers Toulouse, pour être inséré de façon future dans le laser mégajoule.